Bonjour et bienvenue dans le premier hors-série de Raconte ton sport. C'est le handicap qui m'a poussée à faire du sport. Le regard des autres par rapport au handicap, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est juste que les gens ils connaissent pas. Grâce à mon handicap, j'aime ma pratique sportive encore plus. J'ai découvert ça à la télé et tout de suite, c'est devenu mon sport, quoi. Aujourd'hui, dans un format plus long que nos découvertes de sportifs, on s'intéresse au handisport. On est allé à la rencontre de plusieurs athlètes qu'on va vous présenter tout au long de ce reportage. Qu'ils soient amateurs, semi-pro, champions paralympiques, espoirs ou retraités, ils répondent à cette question. Finalement, c'est quoi le handisport ? À travers ce documentaire audio, on va voir quelles sont les problématiques rencontrées par les athlètes parasportifs. Pourquoi sont-ils si peu médiatisés ? Pourquoi est-il si difficile de trouver un club ? Et aussi, arrivent-ils à vivre de leur sport ? En fin d'épisode, vous aurez des pistes de réponse grâce à Christian Février, directeur technique national de la Fédération française handisport, et grâce également à Ludivine Munoz, responsable de l'inclusion au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, c'est parti pour la découverte de 6 sportifs aux profils différents, mais aux combats similaires. La démocratisation du handisport. Donc, premièrement, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, âge, sport, handicap, comment ça se passe pour toi ? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Arnaud Grandjean, j'ai 34 ans. Je suis atteint d'une atrophie du nerf optique. Donc, c'est une maladie congénitale, donc de naissance, qui affecte le nerf optique, donc la partie qui relie l'œil au cerveau. Donc, c'est pour ça que je peux pas être appareillé. Et donc, ma pathologie se traduit par en fait une acuité visuelle faible à chaque œil, de l'ordre entre un 20e et un 10e. A priori stable au cours de mon existence. Et donc, je dois avoir recours à un guide en tandem pour le paratriathlon. Et sinon, donc, à côté de mon sport, je suis ingénieur-chercheur à la recherche et développement d'EDF. Je m'appelle Lucie Autière, j'ai 20 ans. Je fais du tennis de table depuis l'âge de 12 ans en handisport. J'en fais aussi en valide, je suis dans 2 fédérations différentes. Je suis handicapée de naissance, j'ai fait un AVC en fait avant de naître. Mais j'ai été tout de suite rééduquée dès l'âge de 6 mois. J'étais dans des centres adaptés pour enfants handicapés moteurs. Je suis 19e mondiale dans ma catégorie et il faut que je sois dans les 8 meilleurs pour participer aux Jeux. Et alors j'ai fait plusieurs fois podium au championnat de France. J'ai été 3e au championnat d'Europe junior en simple et 2e en team. J'ai participé au championnat d'Europe senior qui était qualificatif pour les Jeux de Tokyo. Je m'appelle Crevel Robin, j'ai 60 ans et mon sport c'est l'athlétisme en fauteuil. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 40 ans, donc ça fait 20 ans. Et j'ai fait ce sport-là en parallèle de mon travail chez EDF. Bonjour, je m'appelle Ludivine Munoz, j'ai 40 ans et j'ai pratiqué pendant un peu plus de 11 ans la paranatation à très haut niveau. J'ai participé à 5 championnats d'Europe, 3 championnats du monde et 3 Jeux paralympiques où j'ai remporté 12 médailles, 3 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Et les différentes compétitions internationales, j'ai également ramené 22 titres de championne d'Europe et 6 titres de championne du monde. Au-delà de ça, j'ai été récompensée par le gouvernement français et je suis la plus jeune Légion d'honneur française puisque j'ai été récompensée à peine 15 ans. À la suite de tous ces résultats sportifs, j'ai gardé la vocation de parler parasport, de parler regard sur le handicap à travers différentes interventions que je faisais dans les écoles ou également lors des différentes éditions de la Semaine olympique et paralympique. Et enfin, quand on a annoncé les Jeux de Paris 2024 pour la première fois sur le territoire français, il est apparu pour moi une évidence qu'il fallait que je contribue, quelle que soit la façon, à ce mouvement exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai fait un virage professionnel pour rejoindre Paris 2024. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'intégration des Jeux paralympiques dans un projet totalement inclusif qui traite également Jeux olympiques et Jeux paralympiques au même niveau. Je m'appelle Nantena Keita, j'ai 36 ans, mon sport c'est le para-athlétisme et mon handicap, je suis déficiente visuelle. Mon palmarès, je suis championne paralympique en titre du 400 mètres et puis j'ai plusieurs titres de championne du monde et j'ai 2 médailles de bronze aux Jeux paralympiques et 1 médaille d'argent aussi aux Jeux paralympiques. Est-ce que tu vis de ton sport ? Non, du tout. Pour moi c'est un loisir. Malgré que j'ai fait de la compétition quand même au niveau national et européen, quoi.
Alors non, mais pour l'échéance en fait des Jeux de Tokyo, mon employeur EDF avec le soutien de la Fédération française de triathlon, a mis en place en fait une convention tripartite qui me permet d'être détaché plein temps à partir du 1er janvier de cette année. Et donc, grâce à ma convention, j'arrive à aboutir en fait à des conditions d'un sportif de haut niveau qui vit de son sport. Mais le paratriathlon me rapporte 0 €. Quand j'étais athlète, non, je suis pas parvenue à vivre du sport, mais pour plein de raisons. La première, c'est que j'avais 15 ans. Donc, à 15 ans, on se projette pas du tout sur son métier de demain et ses revenus. On rêve simplement de médailles, à la limite d'interviews, de médiatisation, de voyages, et puis surtout de réussir ses études. Donc, j'étais pas du tout dans une dynamique de rechercher des sponsors. Et puis, certains de mes collègues qui étaient déjà très médaillés ont essayé de vivre du parasport en 96, à l'époque où la médiatisation n'était encore pas là. C'était très compliqué. Alors le handisport, en tout cas au tennis de table, c'est très compliqué parce que c'est un sport qui n'est pas trop regardé. C'est pas comme le foot ou d'autres sports qu'on peut plus facilement regarder, où il y a plus de spectacles. Mais par contre, on va toujours chercher des sponsors parce qu'une année de qualification, par exemple, c'est minimum 15 000 €. Non, je ne vis pas du sport. J'ai un emploi à côté. Je suis chargée de qualité de vie au travail pour le groupe Malakoff Humanis. Et c'est ce qui me permet réellement de vivre. Pour pouvoir vivre du sport, il faut avoir des partenaires. Moi, j'ai quand même la chance d'en avoir 2, donc Malakoff Humanis et Alexio Mobilité. Mais ces contrats-là ne me permettent pas de vivre complètement de mon sport. Et même si c'était le cas, je ne pense pas que je le ferais. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un équilibre dans sa vie en général, voilà, et avoir une activité professionnelle me permet aussi de préparer ma reconversion, ce qui est très important, parce que le sport, ça dure pas éternellement. Donc c'est important de préparer l'après-sport. Ok, et du coup, ça fait combien d'heures de sport par semaine à combiner avec le travail ? Et comment ça se passe avec le travail ? Vous aviez un emploi du temps aménagé ou... Oui, j'ai un contrat aménagé avec Malakoff Humanis qui me détache le temps nécessaire pour ma pratique sportive. Donc c'est vrai que en fonction des années, en fonction de l'importance des compétitions, je fais plus ou moins d'heures pour Malakoff Humanis. Là actuellement, je suis à 2 matinées par semaine réellement pour le groupe, mais comme je suis sur des projets, je peux travailler aussi un petit peu en dehors pour avancer sur mes projets. Et après, tout le reste du temps est consacré à ma pratique sportive. Alors, je ne suis pas évidemment tout le reste du temps sur le stade. Je faisais ma journée normale chez EDF, je terminais à 16h30 et je m'entraînais le soir. D'accord. Donc, ça représentait une quinzaine d'heures d'entraînement par semaine, avec la natation et la musculation. Là, on va dire depuis janvier, on tourne entre 20 et 30 heures semaine, donc un peu plus quand on est en stage parce que c'est plus facile, on se consacre uniquement à ça. Dans les années précédentes, c'était autour de 15-20 heures avec les contraintes professionnelles. Et du coup, vous dites que vous gagnez pas d'argent grâce au paratriathlon. Est-ce que vous êtes aidé par votre fédération directement ou par l'État pour justement vous faciliter l'accès au sport ? Alors, la Fédération française de triathlon, ça fait partie d'un des partenaires principaux dans l'organisation et le financement de ma saison. Donc, il faut savoir qu'une saison en paratriathlon en tandem, parce que donc on compte à deux athlètes, c'est autour de 20 000 € sans l'achat de matériel type tandem. Si on doit changer de notre tandem, c'est tout de suite 10-12 000 € en plus. Donc voilà, les voyages, les stages, les déplacements en compétition en France, à l'étranger, c'est assez coûteux parce qu'on est 2, il y a le tandem à transporter, nos compétitions c'est loin, c'est sur les 5 continents, donc c'est tout de suite des billets d'avion qui sont chers, des déplacements, quand on va au Japon, il faut y rester quelques temps pour encaisser le décalage horaire, donc c'est des nuits d'hôtel, etc. Et donc il faut savoir que la Fédération française de triathlon prend en charge globalement à peu près la moitié de ce budget annuel, et après c'est soit des sponsors personnels, soit de l'autofinancement. Pour moi, toutes les années où j'ai été licencié à la Fédé, au niveau achat de matériel et tout ça, je ne connais pas d'aide au niveau de la Fédération française handisport. C'est chaque athlète qui, dans son coin, va investir dans le matériel pour être performant et après intégrer la Fédération française d'athlétisme, voire l'équipe de France, quoi.
On est accompagné parce que la fédération prend en charge toutes les compétitions internationales, la fédération et le comité paralympique français. Et puis, nous fournit aussi, on va dire, la possibilité d'aller en stage. Alors, nous, on estime qu'on n'y va pas assez, mais voilà, on a quand même cet accompagnement-là. Après, l'État nous verse des primes si on rapporte une médaille aux Jeux paralympiques. Uniquement, donc c'est tous les 4 ans. Potentiellement, on peut avoir une aide de l'État. Enfin, une aide, oui, on peut avoir une prime de l'État. Après, moi, en fonction des années aussi, j'ai mon club qui m'aide financièrement, en fonction de mes résultats. Après, c'est pas pour faire polémique, mais c'est que souvent, les aides arrivent une fois. Alors là, les choses sont un peu en train de changer, mais les aides arrivent une fois qu'on a réussi, alors que ce serait bien que les aides, elles arrivent avant pour nous permettre de réussir. Voilà. Pour les paratriathlètes, c'est vraiment un soutien très conséquent. À ma connaissance, les athlètes élites sont pas plus soutenus que nous. Et nous, par rapport au nombre de pratiquants de paratriathlon en France, on est carrément privilégiés et mis en avant par la Fédération française de triathlon. Donc sur ce point, j'insiste, on est vraiment, entre guillemets, bien lotis. C'est un peu trivial de dire ça, mais par rapport à d'autres pays qui sont vraiment soutenus de manière beaucoup plus arbitraire ou moindre. Donc en France, on n'a pas à se plaindre quand on est paratriathlète, quand on veut faire du haut niveau et quand on performe. Alors même si j'ai pas vécu de mon sport, j'ai été énormément aidée par les collectivités, surtout le département de l'Ain, la région, ma ville d'Oyonnax, ou également la Fédération française handisport, qui m'ont au fil de l'eau accompagnée avec des subventions qui m'ont permis de couvrir toute ma discipline, c'est-à-dire les entraînements, les frais de déplacement, les voyages. J'ai jamais eu à couvrir des frais de déplacement puisque la Fédération française handisport couvre l'intégralité de nos déplacements. Donc j'ai pas vécu de mon sport, pour autant j'ai été accompagnée et ça m'a permis de faire du haut niveau pendant plus de 11 ans. Sans tout cet accompagnement au quotidien, j'aurais jamais réussi à durer 11 ans. Comme l'a dit Nantenin, les aides financières arrivent une fois qu'il y a des résultats. C'est pour cette raison qu'il y a une différence entre Ludivine ou Nantenin, qui sont multimédaillés, par rapport à Robin, qui malheureusement n'a pas eu les résultats suffisants pour bénéficier des aides. La situation d'Arnaud, elle, est différente car il pratique le paratriathlon, qui est l'un des sports détachés de la Fédération française handisport. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du sport malgré votre handicap ? Et pourquoi cette discipline ? Comment vous l'avez découverte ? C'est le handicap qui m'a poussée à faire du sport, pour m'inclure avec tous mes copains de classe, en leur montrant que comme eux, je pouvais nager, faire du vélo, du ski. Et ensuite, le sport de haut niveau, est arrivé, comme tout le monde, un petit peu par hasard. Quand on est dans l'eau, moi, c'est le sport qui était le plus évident pour moi, celui que je préférais, et où il s'est avéré que j'avais les plus grandes qualités. Et après, de rencontre en rencontre, on a une première médaille, puis une deuxième, et puis on se retrouve assez rapidement à un championnat d'Europe, et on rêve forcément des Jeux paralympiques. Moi, j'ai envie de dire que grâce à mon handicap, j'aime ma pratique sportive encore plus. Parce que mon handicap me permet de faire des compétitions que je n'aurais sûrement pas faites si je n'avais pas eu ce handicap. Mon handicap m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais sûrement pas rencontrées si je n'avais pas eu cette déficience. Et ce qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment l'aventure humaine que je vis au quotidien et au fil des années, que ce soit avec mon entraîneur, que ce soit avec mes partenaires d'entraînement, que ce soit avec l'équipe de France. Alors, c'est pas tous les jours roses, loin de là. Mais en fait, c'est vraiment des moments uniques et des souvenirs que je vais garder toute ma vie, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'anime. Et puis, parce que j'aime bien gagner aussi. Alors justement, moi je suis venu au sport sans doute à cause du handicap, justement comme le sport comme exutoire en fait, pour me prouver à moi-même que je valais quelque chose et que j'étais pas différent des autres. Et donc quand j'étais petit, j'ai un frère qui a 2 ans et demi plus que moi qui a le même handicap et donc on s'est tiré vers le haut grâce au sport. Donc on a fait du rugby avec des enfants valides, ensuite on a fait du handball et ensuite assez vite nos problèmes de vue nous ont empêchés de vraiment se faire plaisir en fait dans ces sports-là. Donc on s'est orienté vers des sports plutôt d'endurance, donc cyclisme, paracyclisme en tandem, et ensuite paratriathlon pour moi en 2013, parce que donc avec mon guide de l'époque en paracyclisme, j'ai gagné un pari et il me devait un triathlon, et donc c'est comme ça qu'on a commencé le paratriathlon en 2013. J'ai une grande sœur et un grand frère, et je voulais faire comme eux, je voulais les copier, donc j'avais essayé dans un club valide. Alors maintenant, je pense que ça peut être différent, mais c'est très compliqué pour un enfant handicapé qui est jeune de se faire intégrer dans un club valide. Parce que déjà, les encadrants, ils savent pas faire. Ils connaissent pas le handisport.
Et c'est quelque chose qui est tabou pour certains. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le voir. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de se faire accepter. Et en fait, en voyant ça, ma mère avait envoyé un mail à la Fédération Handisport. Et puis, en fait, le directeur de l'époque, le directeur sportif, nous avait invités sur un championnat de France où on a pu rencontrer pas mal de personnes. Et puis le sport aussi m'a vraiment permis de prendre un peu confiance en moi, même si c'est pas mon point fort. Quand j'étais plus jeune, ça m'a permis aussi de me rendre compte que je pouvais faire des choses aussi bien que les autres. Alors qu'on n'arrêtait pas de me dire que justement avec mon handicap ça allait être compliqué, que déjà je pourrais pas faire le métier que je voulais au départ, que voilà, les choses allaient être dures. Alors je dis pas que, encore une fois, je dis pas que c'est facile. Je sais que moi aussi j'ai eu pas mal de chance dans ma vie et ça j'en suis consciente, et que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Mais en tout cas le sport ça a été vraiment un révélateur pour moi. Parce que ça m'a permis d'être une inclusion dans la société et de pouvoir trouver ma place aussi dans cette société. J'ai découvert le sport en regardant les championnats du monde d'athlétisme au Stade de France en 2001. Et la Fédération française handisport avait organisé dans ces championnats une course de démonstration à 1500 fauteuils. Et donc il y avait les meilleurs mondiaux. Et j'ai découvert ça à la télé et tout de suite... c'est devenu mon sport, quoi. Donc après, je me suis renseigné et dans mon coin, j'ai acheté un fauteuil. C'est seulement après quelques années que j'ai intégré un club handisport sur Le Havre. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre équipement de compétition ? C'est un fauteuil d'athlétisme en alu et en carbone à 3 roues, quoi. On pousse avec des gants spéciaux. En fait, on boxe la main courante. Tu vois, quand tu pousses normalement ton fauteuil, arrivé à une certaine vitesse, tu peux plus. Donc nous, on a des gants spéciaux et au lieu de pousser normalement, on boxe. Tu vois, on boxe comme ça, ce qui permet d'atteindre des vitesses qui pour nous extraordinaires. 25, 30. Aujourd'hui, je pense que les meilleurs mondiaux, ils roulent à 35 de moyenne, quoi. C'est énorme. Ils mettent moins d'1h30 pour faire le marathon. Le record du monde, ça doit être 1h16. S'il y a quelque chose à changer dans le handisport, dans la vision du handisport, qu'est-ce que ce serait à votre avis ? Ce serait peut-être l'accessibilité, peut-être cette médiatisation vous dites que ça n'intéresse pas grand monde, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que les gens s'y intéressent parce que c'est beau ? Déjà, au départ, je pense que dans les centres de rééducation, aujourd'hui, on devrait peut-être proposer aux jeunes, justement, l'accès au monde du handisport. Et je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui encore ce soit fait, tu vois. Ce qui se passe aussi, c'est que pour des soucis de coûts financiers, moi, il y a 40 ans, je suis resté plus d'1 an et demi au centre de rééducation. Aujourd'hui, la personne qui aurait le même accident que moi, il reste moins de 6 mois. C'est-à-dire que dès qu'on t'apprend à t'asseoir, à te mettre en fauteuil, à utiliser un fauteuil roulant, et dès que tu sais faire ça, hop, on te renvoie chez toi. Le regard des autres par rapport au handicap, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est juste que les gens ils connaissent pas. En fait, quand quelqu'un connaît pas quelque chose, il va être réticent, il va pas vouloir aller vers les autres. Des fois, c'est dommage parce que un enfant peut être vite exclu parce qu'il est différent, même sans parler d'handicap. Mais montrer que au final, c'est des gens comme tout le monde et qui ont envie en fait de faire partager leur expérience. Par exemple, vous avez envie de savoir un peu le handisport, c'est pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui. C'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que on va évoluer, dans le bon sens. Je pense que s'il y a quelque chose à changer, c'est peut-être... peut-être peut-être les personnes qui sont à la tête, je sais pas. Non, peut-être... mais non, mais parce qu'en fait, souvent, les choses ne tiennent à des personnes et à la volonté de certaines personnes. Nous, on l'a bien vu, l'athlète, en tout cas paralympique, a pris un essor à un moment donné où il y a une personne qui s'est intéressée à ça, Patrick Montel, et s'est dit, moi, je veux présenter les Jeux paralympiques, je veux présenter les championnats du monde d'athlétisme paralympique. Voilà, et là, ça a pris un essor, et là, on a commencé à avoir des championnats du monde sur France Télé, enfin voilà. Souvent, ça tient à une personne.
Après, est-ce que l'État doit mettre en place une loi pour obliger les médias à passer du paralympique ? Je sais pas. On le voit bien dans le monde du handicap en général. Hein. La loi qui oblige, entre guillemets, les entreprises à embaucher 6%. Alors effectivement, c'est une loi qui est imposée, mais elle fait quand même un peu de bien, quoi. Les personnes en situation de handicap, elles ont globalement moins de place dans les médias, dans la visibilité, que ce soit le sport ou tout autre sujet, la culture, tout ce qu'on peut voir dans la presse ou même en tant que journaliste. Donc on a un vrai travail à faire demain pour donner de la visibilité à toutes ces personnes, au même titre que une société qui est diverse, inclusive et qui inclut toutes ces personnes. Donc on a tous, et vous aussi, un travail à jouer pour donner de la visibilité au parasport et également trouver le bon ton pour parler de sport. Je ne sais pas vous, mais les articles qui font appel à de l'empathie sont toujours difficilement visualisables et n'amènent pas du public demain. Donc à nous, et Paris 2024 contribue au quotidien à ce travail, de trouver le bon ton pour donner envie à tout le monde de suivre ces athlètes inspirants ou même de donner de la place à toutes les personnes en situation de handicap pour parler, pour vivre au quotidien et pour être visibles dans des campagnes de pub. Pour des novices, c'est vraiment difficile de lire ces sports, en fait, de les comprendre parce qu'il y a différents types de handicap, donc une pléthore de catégories potentiellement, des catégories qui ne sont pas similaires d'un sport à un autre et des épreuves qui sont complètement nouvelles, par exemple la boccia qu'on ne retrouve pas ou le cécifoot, etc. Donc il faut systématiquement à la télé avoir un consultant qui s'y connaît, qui explique, qui fasse de la pédagogie et côté spectateur, il faut qu'il y ait une curiosité, sinon ça ne va pas accrocher. Et en termes de spectacle, bah voilà, ça va être complètement différent des soirées foot de Ligue des Champions. Enfin, faut s'attendre à autre chose, mais il y a un intérêt parce que bah voilà, c'est différent. Quand vous regardez un match de rugby fauteuil, bah c'est fun. Enfin, il s'éclate au sens propre et au sens figuré. Il y a de l'action et c'est chouette à voir. Et c'est quelque chose d'un peu extraordinaire dans le paysage médiatique et c'est pour ça que ça a un intérêt. On peut dire que le paralympique pourrait être considéré comme un sport mineur au sein du sport en général, au même titre que on va avoir moins de foot féminin que de foot masculin. Enfin voilà, je pense que c'est aussi des mentalités qui doivent évoluer. Moi, je vais vous prendre un exemple. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Tokyo, il y a eu une com qui est passée qui disait que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Tokyo se feraient sans public étranger. L'équipe fait une communication sur Instagram et ne parle que des Jeux olympiques. Alors que dans l'article, il y a bien marqué les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. À un moment donné, je pense que si les médias parlent de sport, si les médias sportifs en tout cas parlent de sport, on doit parler de sport dans sa globalité. C'est de l'information, il faut donner l'information dans son entièreté. Comment a évolué le handisport depuis vos débuts ? Le mouvement paralympique, que ce soit en France ou dans le monde, il a énormément évolué ces dernières années et dans le bon sens, même si on a encore un très beau chemin à parcourir. Et c'est pour cette raison que vous, par vos podcasts ou demain les médias qui s'intéresseront à tous nos sujets, et nous, Paris 2024, en donnant de la visibilité aux personnes en situation de handicap, que ce soit dans le sport ou dans tout autre sujet, qui nous permettront d'avancer vers une meilleure visibilité. Donc les choses évoluent dans le bon sens et il faut demain qu'on s'inspire de tous ces athlètes résilients, inspirants, qui ont franchi des barrières exceptionnelles pour pouvoir médiatiser encore plus les parasports. Les combats de certaines personnes ont permis au parasport de se développer ces dernières années. La médiatisation a bien évolué, mais il reste encore du chemin à parcourir. Comme l'a évoqué Nantes Ténin, la majorité des athlètes handisport sont encore trop oubliés des médias. Après ces témoignages, on voulait en savoir plus sur le paratriathlon en tandem. On est donc parti en Touraine rencontrer le guide d'Arnaud, Toumi Degam. Comme il l'a dit auparavant, Arnaud est déficient visuel et a donc besoin d'un guide pour concourir. Vous allez découvrir à quel point un même sport peut apporter deux approches totalement différentes. Bonjour, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nom, prénom, âge, ton sport, ton parcours ? Alors bonjour, je m'appelle Toumi Degam, j'ai 41 ans. Donc je suis triathlète depuis 98. J'ai un poste d'athlète de haut niveau au 93e RAM. C'est le 93e régiment d'artillerie de montagne qui est situé à Vars dans le 38. Quel est ton parcours de triathlète avant de devenir guide ? Alors j'ai commencé comme beaucoup de gamins par le football, ensuite le karaté. J'ai fait un petit peu de judo et ensuite j'ai touché à tout, de l'athlé, du cyclisme. Et je suis venu rapidement au triathlon parce que comme j'avais le goût de l'effort et que ça réunissait 3 disciplines foncières et justement c'est ce qui me plaisait vraiment. Et comme j'étais pas trop sur les sports par équipe, je me suis rapidement dirigé vers ça.
Et du coup, est-ce que tu as une carrière en tant que triathlète avant de passer au paratriathlon ou... Oui, j'ai commencé en triathlon solo depuis 98. J'ai vraiment commencé à performer en 2000. Et en 2017, la fédération m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour devenir guide en vue d'une éventuelle sélection au JO de Tokyo. Comment se déroule une course à deux, justement? Comment se passe la mise à l'eau, le vélo et puis la course à pied, finalement? Alors, donc le paratriathlon dans ma catégorie, c'est PTVI, paratriathlon visual impairment, donc c'est déficient visuel paratriathlète. Donc on est lié au sens propre ou au sens figuré du début à la fin. Donc on concourt avec un seul et même guide qui assure le guidage dans les 3 disciplines. Donc en natation, on est relié par un tendeur accroché au genou. Toumi va chercher le trajet optimal au plus pour chercher les bouées. Et moi, mon but, ça va être d'être au plus proche de lui, sans le gêner, mais en bénéficiant de sa vague, puisqu'il est légèrement devant moi, puisqu'il me guide. Ensuite, donc, il y a une sortie d'eau qui est classique, et encore une fois, grâce aux familiarisations pré-course, en fait, on peut se rendre compte quel est le cheminement pour aller jusqu'à le parc à vélo et donc le tandem. En sachant qu'Arnaud, lui, est déficient visuel, donc il a quand même pas mal d'autonomie à ce niveau-là. Donc sur la partie vélo, on concourt sur un tandem, donc on n'a pas de lien particulier en plus du vélo. C'est un contre-la-montre individuel de 20 km, donc il n'y a pas le droit au drafting dans nos épreuves. Je le guide, c'est moi qui pilote. Comme on atteint quand même des vitesses assez élevées, on arrive facilement à faire des 45 km/h de moyenne sur les circuits vélo. Donc ça veut dire qu'on est toujours à 50 à l'heure avec des circuits assez difficiles parce que comme le triathlon veut que reste un sport spectaculaire, ils nous font faire des boucles assez courtes. Donc forcément avec beaucoup de relances, beaucoup de virages et beaucoup de vire-vire comme on dit. Et après, sur la partie course à pied, donc on est lié à nouveau par un lien de 50 cm, donc différent du lien natation. Pareil, on peut choisir où on le met, donc soit au niveau de la hanche, soit au niveau de la main, etc. Donc c'est vraiment libre. Et je le guide dans les virages, je lui donne des informations sur la concurrence, je peux l'aider aussi au niveau du ravitaillement. Voilà. Comment vous communiquez pendant une course? Par exemple, dans l'eau, vous ne pouvez pas forcément utiliser la parole. Comment vous faites? Pareil sur le vélo ou à pied, notamment dans la prévention des obstacles, des virages, des descentes, des transitions. Alors, en natation, c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer. Donc, on met pas mal de choses avant la course. On peut repérer le parcours. Donc, on sait si on a les bouées à main droite ou les bouées à main gauche. On sait s'il y aura des vagues ou pas, donc c'est plus un travail en amont qu'on fait, mais on peut pas vraiment communiquer. Donc ensuite en vélo, en vélo c'est assez facile. Hein. Moi je peux parler, surtout pour les écarts. Pour le reste, c'est-à-dire si on doit se mettre en danseuse, j'ai pas besoin de parler parce que quand il sent que je descends les vitesses et en fait ma réaction sur le vélo. Si je commence à serrer le guidon, lui, il va le ressentir. Et j'ai toujours le même pied d'appel pour partir en danseuse. C'est pas instinctivement, mais il anticipe ma danseuse. Pour les virages, c'est vrai que des virages très difficiles, je peux lui dire virage à droite, en sachant que ça va virer à droite. Mais en règle générale, j'ai pas besoin de trop communiquer. Avec Arnaud parce que il développe des sens assez pointus par rapport à sa déficience qui fait que j'ai pas vraiment besoin. Et sur le vélo, les performances de Toumi rentrent-elles en jeu? Puisque vous êtes en tandem et forcément, j'imagine que ça rentre en jeu. Oui, tout à fait. Alors, donc, le tandem, c'est la somme de 2 éléments. Et donc, s'il y en a un des deux qui pousse plus fort, au global, on va aller plus vite. Et donc, le paratriathlon pour Toumi, c'est natation vélo à bloc. Et sur la partie course à pied, comme il a de la marge sur moi, il est plus facile. Et donc, son effort maximal s'arrête après le vélo, en fait. Est-ce que du coup, on peut considérer que pour vous, c'est plus un sport d'équipe qu'un sport individuel finalement? Oui, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'il pourra vous dire. En fait, lui, il a complètement revu en fait sa pratique du triathlon avec le paratriathlon parce que on est un sport à deux, donc d'équipe. Et le résultat, c'est à deux. On passe
passe des bons et des mauvais moments, mais on les partage et c'est aussi l'intérêt de cette pratique. Effectivement, c'est plus du tout la même chose, même si ça reste le même sport, c'est un enchaînement de 3 disciplines. Mais même pour moi, pour ma préparation, j'ai dû m'entraîner sur certains paramètres auxquels je ne m'entraînais pas tout seul. Comme exemple, au niveau de la natation, parce que comme je suis lié avec lui par la jambe droite, j'ai un déséquilibre qui se crée sur ma jambe droite et forcément ça remonte au niveau de mes bras. Donc il faut que je travaille ça. À vélo, pareil, comme on est sur un tandem, on a une chaîne de liaison qui nous permet d'avoir la même fréquence de pédalage pour avoir les pédales toujours à la même hauteur, notamment dans les virages, voilà, et de pouvoir, je veux dire, synchroniser notre pédalage. Et là, en fait, j'ai dû m'adapter parce que moi, je suis plutôt un athlète qui tire du braquet, qui pédale en force. Arnaud est plutôt un athlète véloce, donc il a fallu trouver un compromis. C'est un sport individuel qui est passé pour moi en sport par équipe, parce qu'on est deux. Parce qu'il y a des moments où moi, je voudrais aller plus vite et d'autres moments où je voudrais aller plus lentement. Et voilà, maintenant, on est un duo, donc c'est vrai que ça a modifié pas mal de choses et pour moi, c'est plus le même sport. On ne pouvait pas parler handisport sans avoir le témoignage d'un guide comme Toumi. Sans lui, Arnaud ne pourrait pratiquer son sport. Pour finir ce documentaire audio, on s'est rendu directement dans les institutions concernées. La Fédération française handisport nous explique les projets et les actions qui sont en place pour favoriser la pratique du sport pour tous. Alors déjà, un mot sur la fédération. La fédération handisport est la plus ancienne fédération qui propose des activités pour les personnes en situation de handicap, parce que cette fédération a été créée en 1945, quand on était seul sur la place publique pour proposer des activités. Donc on a une très longue expérience de projets à proposer aux personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour le sport amateur avec la fédération ? Et que mettez-vous en place pour développer l'accès à la pratique pour le plus grand nombre ? Alors on a structuré l'offre de pratique en direction des personnes en situation de handicap, notamment dans un secteur sport pour tous, le développement de la pratique pour le plus grand nombre. Nous avons ainsi proposé des programmes spécifiques en direction des jeunes, des moins de 18, des moins de 20 ans, avec des produits d'animation locaux, mais aussi des événements nationaux, avec des regroupements importants de jeunes qui touchent tous les types de handicap. Et donc c'est parfois un peu complexe. Donc nous avons des circuits très spécifiques pour les jeunes. Nous avons développé aussi tout ce qui est l'accès aux loisirs multisports. Bien sûr aussi le versant compétitif, parce que ça intéresse aussi les personnes en situation de handicap de faire du sport. Donc on a une offre aujourd'hui pour le plus grand nombre qui est très dense, qui est importante. Sur le bilan qu'on faisait en 2020, on dénombrait près de 8000 initiatives locales, départementales et nationales en direction des personnes en situation de handicap. Initiatives en dehors de l'offre de pratique de club, ou qui déjà proposent des créneaux horaires à leurs licenciés. Donc on parle bien de propositions sportives extra-club, donc c'est conséquent, oui. Alors nous, avec la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux, on a fait un petit sondage concernant le handisport, et 70% de notre audience avouait ne pas connaître un club qui proposait des services pour les personnes en situation de handicap. Donc, comment trouver un club handisport près de chez soi ? Là, vous touchez une vraie problématique qui est un vrai frein à la pratique sportive, c'est de trouver un club pour la personne au plus proche de son lieu de domicile ou de résidence. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, vous vous doutez bien, on essaie de lever les freins. Alors, comment on le fait ? On le travaille d'abord en développant notre maillage territorial. Une ville peut être intéressée, un club peut être intéressé pour ouvrir une section, mais ils disent que s'ils n'ont pas de personnes en situation de handicap à accueillir, pourquoi mettre en place des clubs en fait, c'est la demande et le besoin qui crée l'opportunité. Des clubs sportifs, il y en a partout pour les valides, et donc on essaie de travailler avec eux sur leur faciliter la possibilité de se déclarer en structure qui accueille aussi des personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, sur les 1500 clubs qu'on a, il y a un peu plus de 60% qui sont des sections de clubs valides qui ont ouvert à leur pratique. Donc le maillage commence à se faire de mieux en mieux, mais c'est loin d'être satisfaisant. Il existe des outils aux personnes en situation de handicap. C'est d'abord notre site internet qui répertorie l'ensemble de notre offre de clubs, très détaillée sur les disciplines que peuvent proposer les clubs, les types de handicap aussi qui sont en capacité d'accueillir. Et puis, il y a aussi le site du ministère qui référencie
plus largement l'ensemble des clubs de la fédération handisport, mais des autres fédérations aussi, parce qu'on est beaucoup plus de fédérations aujourd'hui présentes sur l'offre de pratique en direction des personnes en situation de handicap. Il n'y a plus donc que la seule fédération handisport, il y en a 13 ou 14 autres fédérations à nos côtés. Et à l'ensemble de nous et de ces fédérations-là, il y a une offre maintenant de clubs qui commence à être, on ne va pas dire satisfaisante, parce que souvent pour les personnes, ça nécessite encore du transport. On a parlé un peu de la partie sportif amateur. Maintenant, on va passer aux sportifs de haut niveau. Comment vous les accompagnez, ces sportifs de haut niveau, avec la fédération ? Est-ce qu'il y a des aides ? Comment vous les aidez ? Les athlètes de haut niveau, c'est une belle vitrine de notre fédération. Vous parliez tout à l'heure de la communication, 70% ont du mal à trouver des structures. Le haut niveau est notre vitrine, et même si on ne délaisse pas forcément le sport pour tous, je l'ai dit tout à l'heure. Comment on développe ? Alors là aussi, on a structuré l'offre en direction des sportifs de haut niveau à travers un pôle performance et une cellule haute perf qui a pour ambition de mettre en place des parcours d'accès à la compétition, des parcours d'accès à l'excellence sportive. Donc ça passe par de la détection. Ça passe par des programmes spécifiques d'accès à la compétition. Une fois qu'ils ont été détectés, envie de rentrer dans un projet de performance, de leur proposer une offre de pratique un peu plus compétitive. Et puis aussi, c'est de les emmener à l'international. Et là, on dessine avant tout des parcours. On travaille aussi avec leurs entraîneurs perso pour accompagner au mieux ces sportifs qui veulent s'engager dans un parcours de performance. Et justement, en continuant sur ces athlètes de haut niveau, il y en a un certain nombre qui ont besoin de travailler à côté parce que financièrement, ils ne peuvent pas vivre du sport. Ils ont donc souvent un emploi du temps aménagé. Est-ce que vous, la fédération, vous compensez financièrement ces athlètes ? Je vois que vous êtes bien informés, les sportifs vous ont bien fait part de leurs problématiques. Oui, alors on accompagne au mieux de nos possibilités l'aménagement du temps de travail d'un sportif de haut niveau. On a à peu près 40 aujourd'hui CIP, contrat d'insertion professionnelle ou contrat d'aménagement de l'emploi, ce qui permet aujourd'hui aux sportifs d'avoir du temps libre sur son temps de travail. Alors bien sûr, c'est un manque à gagner pour l'employeur. Vous imaginez bien, l'employeur qui libère son salarié, il le fait parce qu'il y a un retour d'image pour l'entreprise, mais parfois ça suffit pas. Donc la fédération, l'Agence nationale du sport, dans des contrats d'objectifs qu'on a avec l'agence et le ministère, nous compensons et le manque à gagner entreprise, mais l'entreprise également est partenaire de cette compensation parce qu'elle en tient compte elle également en effaçant une partie de ce qu'on lui devrait, logiquement. On va évidemment parler des JO 2024 qui arrivent d'ici quelques années en France. Est-ce que justement votre fédération a mis en place des mesures spéciales pour ces Jeux Olympiques et comment vous travaillez avec la génération qui viendra pour 2024 ? Nous travaillons déjà sur les générations Paris et au-delà. On parle que des sports d'été, là, mais il y a les sports d'hiver aussi. Dans 2 ans à Pékin et en 26, il y aura les Jeux de Cortina et ensuite il y aura les Jeux d'été à Los Angeles. On travaille par collectif. Les sportifs qui sont aujourd'hui qualifiés ou en quête de sélection pour Tokyo. Et on a aussi des collectifs avec qui on travaille tant sur les étés, sur les hivers, en fonction des Jeux de Paris et de Cortina et de Los Angeles. Donc ça veut dire avec des programmes d'accompagnement très, très personnalisés en fonction de ces collectifs, avec un nombre de jours de stage. Voilà, on a des dispositifs très, très ciblés en fonction des collectifs. Nous, personnellement, on a été à la rencontre que de sportifs atteints d'un handicap physique, dont s'occupe la fédération de handisport. Mais je sais que ce n'est pas votre fédération qui s'en occupe, mais existe-t-il des solutions similaires pour des personnes ayant un handicap mental de sport adapté ? Oui, alors vous l'avez dit, donc il y a 2 fédérations très spécifiques. La fédération handisport sur les handicaps moteurs et sensoriels, donc ça comprend aussi les déficients visuels et les déficients auditifs, et une autre fédération qui traite les mêmes questions d'accès à la pratique et du haut niveau pour les personnes atteintes d'un trouble psychique et mental. Donc c'est une fédération qui a beaucoup de licenciés aussi, qui est la fédération française du sport adapté, qui a des circuits compétitifs à l'égal de ce que peuvent avoir les athlètes para. Merci à la Fédération française handisport d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions.
Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un en situation de handicap qui souhaite se mettre au sport, n'hésitez pas à vous rapprocher de la fédération en allant sur leur site. Pour finir, le COJO nous dévoile ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire pour élever les Jeux paralympiques au même rang que les Jeux olympiques. Organiser des Jeux, c'est un événement qui est exceptionnel, qui est unique, qu'on va vivre en France. C'est surtout les premiers Jeux paralympiques d'été pour la première fois. Et c'est pour ça qu'on a une volonté de mettre autant de moyens et de lumière, que ce soit pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, c'est le 3e événement le plus regardé au monde, après bien sûr les Jeux olympiques, après la Coupe du monde de FIFA. Donc il y a un potentiel exceptionnel à travers le monde entier de donner de la visibilité à ces Jeux paralympiques. Et nous, Paris 2024, on a des éléments uniques pour justement donner de la visibilité aux athlètes paralympiques au même titre qu'aux athlètes olympiques, avec par exemple une emblème unique, que ce soit olympique ou paralympique, une équipe de France unique qui correspond complètement à la société d'aujourd'hui, une société qui est diverse, qui est inclusive et qui va permettre de mettre en valeur autant l'athlète olympique que paralympique, parce qu'ils ont le même ADN, ils ont la même passion pour le sport, la même quantité d'entraînement, donc plein de choses comme ça qu'il faut qu'on révèle. Les Jeux paralympiques, c'est 4350 athlètes qui vont s'affronter dans des épreuves paralympiques. Et aujourd'hui, on a voulu leur donner la même visibilité aux Jeux olympiques avec les mêmes sites. La carte des sites entre Jeux olympiques et Jeux paralympiques, elle est quasi identique. Et vous verrez les images exceptionnelles que ça va générer, comme le cécifoot au pied de la Tour Eiffel, ou l'escrime fauteuil et le para-taekwondo qui seront au Grand Palais, ou la para-équitation qui se trouvera au Château de Versailles. Donc c'est comme ça que Paris 2024 souhaite mettre en visibilité et accompagner une réussite de Jeux paralympiques extraordinaire, comme on n'a jamais vu. Est-ce que les récompenses dues à une médaille olympique sont les mêmes aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques ? Les récompenses des primes à la médaille sont des décisions ministérielles. Paris 2024 n'a pas d'éléments pour œuvrer dans ce sens-là. Mais sachez que depuis 2008, la prime à la médaille paralympique a été alignée sur la prime à la médaille olympique. C'est génial. Pourquoi les Jeux paralympiques se déroulent 15 jours après les Jeux olympiques et pourquoi pas en même temps ? Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques réuniraient 15 000 athlètes s'ils étaient organisés en même temps. Ça nécessiterait des infrastructures surdimensionnées, un village plus grand, une deuxième piscine. Des infrastructures sportives telles qu'elles existent aujourd'hui, comme le Stade de France, ne permettraient pas d'accueillir tous ces athlètes. Pour cette raison, et surtout c'est le projet de Paris 2024, que d'avoir un projet qui est raisonnable, durable et atteignable pour l'ensemble des sites de compétition, c'est pour cette raison qu'on n'organise pas les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en même temps. Mais il y a une autre raison. Aujourd'hui, la visibilité du mouvement paralympique, qui est en plein essor et en pleine croissance au quotidien, souhaite, et elle a raison, c'est important qu'elle garde aussi sa visibilité unique pour mettre en valeur ces athlètes pas connus. Demain, vous avez 2 athlètes, un olympique et un paralympique, côte à côte. Le risque, c'est que la médiatisation s'oriente sur l'athlète olympique. Si on garde un événement dédié aux athlètes paralympiques, on peut leur donner une visibilité à la télé, dans la presse, unique et dédiée également pour eux après les Jeux olympiques. Donc pour cette raison, les Jeux olympiques ne sont pas en même temps. Et il y a quelques semaines entre les deux parce qu'il faut organiser et adapter la compétition aux spécificités paralympiques. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une transition entre les deux. Que faites-vous avec Paris 2024 pour mettre en lumière les jeunes athlètes français paralympiques ? On a pour projet de mettre en lumière tous nos athlètes paralympiques, que ce soit des amateurs, demain des futurs champions. On œuvre au quotidien pour donner de la visibilité à ces athlètes. Par exemple, on a la semaine olympique et paralympique qui, chaque année, depuis maintenant 5 ans, met en avant les disciplines dans les écoles. Demain, ce sont nos spectateurs, ces enfants. Et les athlètes paralympiques sont autant mobilisés que les athlètes olympiques, qu'ils soient encore en activité. On a eu par exemple Théo Curin qui était présent dans les écoles, Nantais Keita qui était également avec nous, ou des athlètes en retraite comme Béatrice Hess ou moi-même qui avons fait nos médailles il y a déjà quelques années. Et donc on donne cette visibilité-là aux athlètes paralympiques au même titre que les athlètes olympiques. Et également, quand on médiatisera l'équipe de France, ce sera autant au bénéfice des athlètes olympiques que des athlètes paralympiques. Ils ont une dimension inspirante, une dimension encore accessible, puisqu'ils sont peu connus. Et on va œuvrer pour donner cette visibilité à tous nos athlètes demain, dans la presse et dans les médias. Comment participez-vous à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'organisation, au comité d'organisation des Jeux Paris 2024 ? Les Jeux de Paris 2024, c'est une entreprise qui a une croissance exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes 300, demain nous serons un peu plus de 4000. Et donc, au même titre que la société française aujourd'hui, et même mondiale, qui est diverse et inclusive, on souhaite intégrer des personnes en situation de handicap parmi nos salariés.
Et pour cette raison, et j'en suis la preuve aujourd'hui, nous avons déjà bientôt 20 personnes en situation de handicap qui sont salariées sur 300 et on a encore du chemin à parcourir. Et c'est pour ça que toutes nos offres que vous trouvez sur le site de Paris 2024 sont handi-accueillantes. C'est-à-dire que si vous avez les compétences requises pour l'emploi définies, même si, au contraire, si vous êtes en situation de handicap, au même titre que n'importe qui, vous pouvez postuler et vous pouvez être accueilli, comme moi, dans un siège qui, en plus, aujourd'hui, se veut totalement inclusif. Nous avons des locaux 100% accessibles qui nous permettent au quotidien d'aller partout, de vivre la même expérience de staff avec des salles accessibles, des ascenseurs accessibles, des lieux de stationnement. Et c'est pour ça qu'on se donne les moyens d'accueillir tout le monde. Se donner les moyens, c'est bien, mais il faut aussi donner de la visibilité à nos emplois. Donc pour cette raison, on a un accord qui a été récemment signé avec la GFIP et également on va sur des plateformes d'emploi de personnes en situation de handicap comme Hello Handicap qui est dédié à l'embauche des personnes en situation de handicap pour donner de la visibilité à nos offres et avoir le maximum de personnes en situation de handicap qui postulent sur l'ensemble de nos annonces. Et enfin, dernière question, quelles mesures vous allez mettre en place pour accueillir un maximum de spectateurs au moment des Jeux paralympiques, au même titre que pour les Jeux olympiques ? Le nombre de spectateurs d'édition en édition sur les Jeux paralympiques, il est croissant. Et c'est pour cette raison qu'on va relever ce défi avec un objectif de remplir toutes les places disponibles dans nos stades pour les Jeux paralympiques, autant que pour les Jeux olympiques. C'est notre ambition aujourd'hui. Et pour ça, il va falloir faire connaître les athlètes, parce que quand vous suivez quelqu'un, vous suivez un athlète, vous avez envie de venir le voir en compétition, surtout en France, sur son propre territoire. Et également comprendre les parasports. Quand vous regardez une compétition, si vous comprenez son contenu, la classification, ça vous donne encore plus envie de la suivre et de venir la regarder en famille. Donc tous ces moyens, on va se les donner, aussi avec une billetterie 100% accessible, un outil qui sera accessible à toute personne, qu'on ait un besoin spécifique ou pas, pour remplir nos stades. Et notre expérience, elle sera riche sur place. Nos sites permettront à chaque personne, quel que soit son besoin, une barrière de langue, quand on vient de l'étranger et on n'a pas du tout la pratique de l'anglais, par exemple, ou une barrière liée au handicap, ou une personne qui se déplace temporairement mal, avec des sites accessibles pour tout le monde et des moyens de transport accessibles pour venir vivre l'événement, et ben on va comme ça remplir nos stades. Il ne faut pas qu'on oublie notre programme de volontaires, qui sera également là pour soutenir la réalisation de ces compétitions et la place dans les stades. Nos volontaires seront 100% formés à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Et toutes nos ouvertures d'activités pour les volontaires seront ouvertes aux personnes en situation de handicap et pas seulement pour les Jeux paralympiques, au même titre que les Jeux olympiques. On pourra être en situation de handicap volontaire, quelle que soit la compétition olympique ou paralympique, et avoir aussi une expérience d'accompagnement inclusive. Merci au COJO de nous avoir accueillis pour répondre à nos questions. Avant de penser compétition ou argent, le sport a été pour chacun de ces athlètes un moyen de s'ouvrir à la société. De naissance ou par accident, leur handicap leur a souvent fermé des portes. Pour la plupart d'entre eux, le sport a été le moyen de repousser ces portes et de dépasser le regard des autres. Malgré ça, leur combat n'est pas fini. L'enjeu des années à venir va être d'attirer de plus en plus de public vers ces disciplines. À commencer par nous, les médias. C'est la fin de ce reportage. Je tiens à remercier Robin, Arnaud, Toumi, Nanténin, Ludivine, Christian et Lucie pour leur temps et leur sympathie.